Salut à tous, c'est Sigarios et j'espère que vous allez bien. Je me disais que ça serait pas mal que je sorte une vidéo parce que ça fait seulement 4 mois que j'en ai pas fait. Je rappelle que le rythme de la chaîne YouTube est de une vidéo toutes les 3 semaines. Alors comment excuser une si longue absence? Alors je l'avais expliqué dans une story Instagram, lien dans la description, mais j'étais en train de réaliser mon mémoire de fin d'année et du coup il me fallait un peu de temps pour pouvoir me concentrer. D'ailleurs ça y est, je suis fraîchement diplômé. Pour vous ça change rien du tout, enfin à part pour la patience. Bon ça m'a pris un mois, mais du coup le reste du temps j'ai été pris par ce truc là. Laissez-moi vous introduire. Attendez, on va reformuler. Laissez-moi vous présenter notre nouvel ordinateur de bord, l'OBC-1. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez vous rendre compte qu'il sert pas à rien. Dans les précédentes vidéos, j'avais commencé à réaliser un nouvel ordinateur de bord qui était censé embarquer plus d'éléments. On avait testé ensemble l'envoi de SMS comme moyen de communication avec notre future fusée. Reste à 80, j'ai envoyé le Seedlink. Il se passe des choses. Ok, c'est bon. C'est bon? Et ça marche bien, on peut, grâce à un SMS, envoyer différents ordres à un Arduino. Ça peut être des ordres simples comme ouvrir un parachute ou nous renvoyer la position de la fusée. Mais voilà, moi je veux pas juste d'un terminal de communication. On avait dit qu'on voudrait faire un ordinateur de bord qui pourrait collecter de la data. Et vous allez voir, de la data, on en a pas mal. Le premier truc sur lequel j'ai planché, c'est la localisation. Donc altitude, latitude et longitude. Comme ça, si on devait perdre la fusée de vue pendant le vol, on pourrait savoir à peu près où est-ce qu'elle a atterri. Pour connaître ces différentes informations, j'utilise un module GPS, qu'on avait vu dans la précédente vidéo aussi. Grâce à ce module, on a aussi une information en plus qui est la vitesse à laquelle évolue l'ordinateur. En gros, la vitesse de la fusée. Et ça, pour le coup, c'était une data que je ne penserais pas avoir, qui est plutôt intéressante. Pour finir, il fallait pouvoir stocker les informations. Et pour ça, j'ai utilisé un module à carte SD que je commence à bien connaître. Et comme vous commencez à le savoir avec moi, c'était le début des emmerdes. Jusqu'à maintenant, on utilisait des Arduino Nano pour nos projets. Ces cartes sont plutôt bien parce que, elles coûtent pas cher. Dites-vous que je les achète par 10, tellement j'ai l'habitude de les griller. Et les problèmes ont commencé à apparaître quand j'essayais de lier tous les composants à une seule carte Arduino. En fait, on dépassait très largement la puissance max des Arduino Nano. Alors, je me rappelle plus très bien des chiffres exacts, mais il me semble que juste le code du GPS et du système d'envoi de SMS dépassait les 95% de la puissance. Je précise ici que déjà, si vous dépassez les 80% de puissance, vous risquez de rencontrer quelques bugs. À 95% de la puissance, on était dans la 4ème dimension, avec des infos qui disparaissent ou qui se transforment gratuitement. Un véritable plaisir. Ok, donc là, on est sur un très gros projet Arduino. On est à près de 98% de la puissance, donc je vais brancher la carte Arduino. Oh non, pas encore. Du coup, pour pallier à ce problème, j'ai dû passer sur une nouvelle carte. Je vous présente l'Arduino Mega. Alors ici, c'est pas vraiment une Arduino Mega, mais une Arceli Mega 2560 Pro Mini. Laissez-moi vous présenter la Arceli. Équipée d'un ATmega 2560. Elle possède aussi 54 pins analogiques, dont 14 disposent d'une sortie PWM. Ah, c'est sûr qu'à côté de ça, l'Arduino fait petite bille. Après, entre une Arduino Mega et celle dont je viens de vous parler, il n'y a pas vraiment de différence. On retrouve le même composant au centre qui est l'ATmega 2560. D'un point de vue puissance, on est largement au-dessus d'une Arduino Nano ou Uno. On a aussi bien plus de pins, donc on peut aussi connecter plus de trucs. Tiens, en parlant de trucs qui ont augmenté, il y a aussi le prix et la taille. C'est sûr que la Arceli est plus compacte qu'une Arduino Mega, mais elle reste bien plus grosse qu'une Arduino Nano. Pour la taille en hauteur et en largeur, on est à 2 voire 3 fois la taille d'une Arduino Nano. Une carte comme ça, c'est à peu près 14 € en prime sur Amazon. On va éviter de la cramer pour le plaisir, celle-là. Juste, petite pause. Déjà, pensez à vous abonner. Nice. Mais surtout, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'aurais jamais cru un jour de ma vie avoir besoin de faire un projet Arduino qui nécessiterait plus qu'une Uno ou une Nano. Parce que rien que ces petites cartes, elles permettent déjà pas mal de trucs. Bref, après avoir trouvé cette nouvelle carte qui va nous permettre d'avancer, je me suis mis à la réalisation de ce qui allait être le plus gros projet électronique que j'ai jamais fait. Je vous présente l'OBC version 1 pour ordinateur de bord Sigarios. Ouais, je suis pas allé chercher loin, c'est
pas ouf. Bien sûr, je vous partage le code en description. Par contre, pour le PCB, il faudra attendre un peu, j'ai quelques correctifs à faire. Donc ici, on a Jeff, c'est le nom que j'ai donné à cet OBC. Alors on retrouve plusieurs composants en plus de la nouvelle carte Arduino. Donc en premier, on retrouve le module GSM qui est ici, le SIM800L, qui nous permet d'envoyer des textos. Il a pour but d'être le moyen de communication avec la fusée. Donc il réceptionne et renvoie des informations, comme la localisation de la fusée une fois qu'elle a atterri. Elle peut aussi recevoir des ordres, comme l'ouverture des parachutes. Ce composant est directement câblé à la carte Arduino pour pouvoir dialoguer avec. Et aussi, elle a sa propre alimentation qu'on peut voir ici grâce à un petit bec qui est directement branché à la batterie. En fait, ce composant est obligé d'avoir sa propre alimentation parce qu'à son démarrage, il va consommer énormément d'électricité. Enfin, pour un petit composant comme ça, il va en consommer pas mal. Ce qui fait que si on le branchait directement à une des alimentations de l'Arduino, l'Arduino s'éteindrait et se redémarrerait comme ça en boucle. Donc on n'arriverait jamais vraiment à démarrer le programme. Donc le petit module a bien sûr son antenne qui est juste ici. Juste après ça, on va retrouver notre GPS ici. Donc je me rappelle plus exactement de quel type de GPS c'est, mais je vais vous mettre tout ça en description. Donc pareil, hein, il est équipé d'une petite antenne. Ce module est directement câblé à l'Arduino, que ce soit pour l'alimentation ou pour le dialogue. Ce composant nous donne tout ce qui est info de vol, donc vitesse, altitude, longitude, latitude, nombre de satellites auxquels il est connecté. Bref, c'est super pratique d'en mettre un. Ça permet d'économiser plein de place sur la carte, qui est déjà quand même assez massive. En haut de la carte, on trouve le module carte SD, qui nous permet simplement de stocker toutes les informations du vol dans une petite carte SD. Encore une fois, il est directement câblé, que ce soit pour l'alimentation ou pour le dialogue, à la carte Arduino. De l'autre côté de la carte, on va retrouver aussi différents éléments. On va retrouver deux relais photoélectriques avec deux sorties ici et ici. Il faut directement câbler en fait des démarreurs électriques. Avec ça, on peut éjecter des parachutes ou mettre à feu de nouveaux moteurs. En fait, on peut en faire ce qu'on veut. Attention, hein, quand vous faites des projets fusées ou tout autre type de projet qui va devoir subir des accélérations, évitez d'utiliser des relais mécaniques, des relais qui font du bruit quand on les allume. Tout simplement parce que si vous avez une trop grosse accélération, en fait, vous risquez de déclencher un contact dû à l'inertie en fait. Et imaginez que votre parachute s'éjecte au moment de l'accélération. Ouais. Voilà, jouer à KSP dans la réalité, c'est nettement moins drôle. Cet ordinateur est bien plus poussé que ce que j'espère. Bien sûr, pendant le développement de cet ordinateur, j'ai dû faire face à quelques problèmes. Attendez, sinon ça aurait pas été drôle. Le premier, c'est avec la fiabilité du GPS. Il est très facile de perdre la connexion avec les satellites. Ça veut dire plus d'infos. Déjà, ici, dans mon atelier, c'est mort, j'arrive même pas à les capter. Ce qui est gênant, c'est pas vraiment de perdre la localisation ou la vitesse, c'est de perdre l'altitude. Parce que c'est grâce à cette info qu'on va ouvrir les parachutes. Imaginez, notre système perd ces informations au moment de l'apogée. Pas d'ouverture de parachute et un beau crash à l'arrivée. Enfin bon, à 40 balles le système, on préfère éviter. En plus de ça, le GPS a une précision de plus ou moins 15 mètres au niveau de l'altitude, ce qui est pas ouf. Alors je me suis dit que notre système avait besoin de plus de fiabilité au niveau du déclenchement du parachute. Il faudrait qu'on augmente le nombre d'éléments qui pourraient nous informer du moment où on peut ouvrir le parachute. En développement hardware ou software, on parle de redondance. On multiplie les informations. Alors le premier truc auquel j'ai pensé, c'était de rajouter un petit MPU 6050, juste ici. Vous avez pu voir, j'ai même laissé l'emplacement pour pouvoir l'accrocher, pour faire exactement comme dans la fusée Endurance, c'est-à-dire s'intéresser à l'inclinaison de la fusée. En gros, on pourrait ouvrir le parachute au moment où la fusée est à la parallèle du sol. Mais bon, à cause d'un problème de connexion entre la carte Arduino, les autres composants et ce composant-là très spécifique, il y avait tout un tas de merde et j'avais pas la foi de le corriger. En plus, j'ai bien perdu 6 jours de développement à essayer de trouver une solution avec ce composant, mais heureusement, j'avais en stock un autre type de composant. Je vais vous montrer juste ici. En fait, c'est un manomètre. Ça enregistre la pression de l'air. Et avec ça, on peut parfaitement connaître l'altitude de la fusée. Heureusement que je l'avais en stock, hein, et que je l'ai pas cramé aussi. Je crois que c'est la première fois que je monte un composant du premier coup sans le cramer. En fait, ce qui est cool avec ce type de composant, c'est qu'il nous donne directement l'altitude de la fusée, donc comme on l'a déjà dit, mais on a d'autres infos en plus. On va avoir la température, la pression de l'air et aussi l'altitude grâce à la pression de l'air. Donc 3 informations supplémentaires qu'on va pouvoir ajouter aux informations qu'on a déjà. Bon, par contre, le souci que j'ai, c'est que c'était un peu la galère pour raccorder ce composant à la carte. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel. J'ai dû faire un quintuple pontage à Jeff pour pouvoir l'ajouter. Hein, d'ailleurs, si vous aviez pas compris, Jeff, c'est un ordinateur expérimental. Le but, c'est pas de le faire voler, mais c'est de tester, essayer d'améliorer le système et de le rendre fonctionnel. C'est pour ça que c'est le bazar. Par exemple, ici, on a 2 pins qui sont connectés à rien du tout, justement parce que je fais des expérimentations. Donc, qu'il soit moche et mal foutu, on s'en fout. Tout ce petit système est alimenté par une simple batterie, donc c'est une batterie 2S à 7,4 volts de 600 mAh. On pourra passer, bien sûr, sur une batterie avec un peu plus d'autonomie, parce qu'on sait pas combien de temps la fusée
va devoir rester à son endroit avant qu'on aille la chercher. Et donc pendant ce temps-là, il faut que le système puisse continuer à être alimenté, histoire de pouvoir récupérer la localisation. Pareil, imaginons que quelqu'un la trouve et commence à la ramener chez lui, faut qu'on puisse savoir où est-ce qu'elle va. Donc tout le système, ensuite on le mettra dans un caisson qu'on développera dans un futur épisode, parce que bon, là c'est pas le truc le plus important. En tout cas, ce nouveau capteur nous permet d'avoir une bien meilleure précision au niveau de l'altitude, à plus ou moins 1 mètre cette fois. Et maintenant, il me reste plus qu'à vous expliquer comment marche ce bazar. Au tout début, l'ordinateur se met en route et démarre les composants un à un. Une fois qu'il aura démarré le SIM800L, le module qui nous permet d'envoyer des SMS, il va checker s'il est bien enregistré sur le réseau, la qualité du réseau, et envoyer un SMS de confirmation pour dire qu'il est bien réveillé. Il va faire la même chose avec le GPS, la carte SD et le manomètre. Une fois les initialisations terminées, on va pouvoir passer à la loupe, ce qui va faire en boucle sans s'arrêter. En premier, l'ordinateur va checker s'il n'a pas reçu un SMS. Si c'est le cas, il va vérifier l'ordre que j'ai envoyé. Si c'est un SIG ping, il va renvoyer la localisation actuelle de la fusée. Si c'est un SIG parachute, il va ouvrir le parachute et une nouvelle fois renvoyer l'information par SMS. Ensuite vient le tour du GPS. Il va lire les informations qui en sortent. Si le GPS fait bien son taf, il est censé renvoyer longitude, latitude, altitude, vitesse. Après ça, vient le tour du composant baromètre, qui lui va nous donner la pression, l'altitude et la température. Les informations du GPS et du baromètre sont ordonnées et stockées sous forme de texte dans une variable. En gros, ça fait une grande ligne. Cette ligne va être stockée dans la carte SD et à ce moment-là, on peut repartir sur un nouveau cycle. A noter que si les infos du baromètre et du GPS sont correctes en même temps, on va stocker cette information comme la dernière position connue de la fusée. Comme ça, quand la fusée reçoit un SIG ping, on lui renvoie la dernière localisation qui est complète. Parce que ça peut arriver qu'on perde un des jeux de données pendant une boucle. Si, imaginons, il y a un problème et on n'a pas les informations du baromètre ou du GPS, à la place de la donnée, on aura écrit error. Comme ça, on est bien sûr que c'est pas une fausse mesure. Si on voit qu'il y a écrit error, ça veut dire qu'on ne connaît pas la donnée à ce moment-là. Pareil, on va aussi stocker dans une variable à part l'altitude maximum. Et à partir du moment où l'altitude lue par les capteurs est plus petite que la plus haute des altitudes maximum, c'est-à-dire l'apogée, on va pouvoir ouvrir les parachutes. Donc il existe deux moyens d'ouvrir le parachute. Si le manomètre nous renvoie une valeur plus petite que l'apogée, ou si on envoie un SMS pour forcer l'ouverture. Et voilà tout. Voilà sur quoi je galère depuis 3 mois. Mais vous imaginez bien que là, je vous esquive tous les petits problèmes que j'ai eu. Entre les cartes grillées, les composants grillés, les galères de connexion entre différents composants. Mais tout ça, ça aura été ultra formateur. Grâce à ce projet, j'ai énormément appris sur mes capacités de travail. Et surtout, je me suis rendu compte de ce que je réalisais. Parce que plus on avance avec un projet de ce type, plus on se rend compte de la puissance du truc, de l'altitude à laquelle il peut aller et des limites théoriques qu'on a. Vraiment, la sensation que j'avais pendant la réalisation de ce truc était vraiment très étrange. Je me rendais compte que ce machin pouvait aller vite, mais surtout haut. Il peut aller de 200 à 8000 mètres. C'est énorme. Après, le système est cool, mais il reste encore quelques défauts. Un des problèmes que l'on a et qui nous fait perdre pas mal de temps, c'est quand on passe du GPS au GSM. Tout simplement parce que j'ai pas réussi à démarrer 2 liaisons série en même temps. Des protocoles de communication entre composants. Un truc chiant et fastidieux. Alors que la carte est censée pouvoir le faire. Donc ça signifie que je dois couper la liaison du GSM pour démarrer celle du GPS. On perd à peu près 1 seconde par cycle. Et le deuxième, pas pouvoir tirer ça avec une endurance. Je comprends pas, ça marche pas. Vous imaginez bien que cet ordinateur de bord va être utilisé pour d'autres projets. On pourrait imaginer une nouvelle fusée un peu plus puissante pour soulever tout ce bordel. Tout est envisageable. Et c'est ça qui est bon. Maintenant du coup, est-ce que je vais corriger les derniers petits défauts ? Voilà, cet épisode est à présent fini et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner, partager, commenter et liker la vidéo, ça me fait vraiment super plaisir. Je pense que vous avez vraiment pas idée. On se retrouve bientôt pour de l'astrophoto et de nouveaux projets volants, des fusées bien évidemment. Et promis, ce sera pas aussi long que la dernière fois. Vous êtes au courant que là je suis pieds nus ?